pense qu'on peut commencer. Bonsoir à tous, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous sommes à notre troisième numéro de série de talk et aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir M. Tarak Merci. qui va faire l'honneur de nous présenter son thème gouverner l'IA et le cloud avant l'autonomie, bâtir des systèmes fiables à l'échelle. Et sans plus tarder, je vais donner la parole à M. Tarak qui va se présenter et nous faire l'honneur de présenter son thème. Merci. Très bien. La première chose que je vais commencer à dire, c'est deux choses. Un, je le vois vraiment comme quelque chose d'interactif. Je suis pas un prof, on va vraiment discuter ensemble. Je vais vous donner des use cases aussi que j'ai développé moi-même. Mais la première question que je veux poser, c'est qu'à peu près on est 10 participants. On en enlève 2, Kojo et moi-même. Aujourd'hui, c'est quoi qui c'est qui est cloud architect, qui est DevOps, qui utilise l'AI aujourd'hui? Est-ce que je peux en connaître un peu plus par rapport à l'audience? Vous pouvez écrire directement dans les commentaires. Une chose que je fais aussi, c'est que généralement, je répète pas. Ça veut dire que, comme je l'ai dit, c'est très interactif. Donc là, c'est juste pour comprendre où est-ce que je peux aller en profondeur en termes de tech ou pas, ou est-ce que je dois rester vraiment assez high level. Merci beaucoup, Denis. Donc, Cloud DevOps, donc DevSecOps, parfait. Donc là, normalement, je pourrais aller un peu plus technique, ce que je veux dire. Dev Web, OK. Je vais essayer pour Pascal, Dev Backend, OK. Développeur application, OK. Donc, on a vraiment, c'est ce que je voulais vérifier, on a vraiment le Dev Backend, ouais. Alors moi, je suis Cloud Architect. Je ressemble plus, je pense, à Denis et à Drummond. C'est-à-dire, en fait, mon monde, c'est vraiment tout ce qui est, voilà, Ecofi, tout ce qui est vraiment Cloud, DevOps, DevSecOps. Je développe aussi bien en Azure que sur AWS, que sur GCP. Donc, je vais essayer quand même de le rendre assez accessible pour Yao, pour Humbert et pour Pascal, qui sont plutôt dev. Alors moi, je suis pas dev, donc on va quand même essayer de faire des choses ensemble. Et aujourd'hui, qui c'est qui utilise l'AI, puisqu'on parle de gouverner l'AI, mais d'abord, c'est qui utilise l'AI dans son quotidien, aussi bien par rapport pour écrire du code, pour vérifier le code, ou vous avez plutôt des approches plus manuelles, comme par exemple, je dois écrire Terraform, etc. Tout le monde, je pense. Tout le monde utilise l'AI aujourd'hui. C'est ce que tu me dis, Denis. OK, super alors. Donc ça veut dire qu'on peut vraiment aller en profondeur, ça c'est vraiment cool. Donc en fait, une des choses quand on utilise l'AI aujourd'hui, que ce soit à scale ou que ce soit même quand on veut faire des tests, je pense que vous l'avez remarqué, ça dépend vraiment des produits que vous utilisez, mais généralement, si on utilise l'AI, il y a une des choses qui est un challenge, aussi bien pour les grandes entreprises d'aujourd'hui que pour les startups, c'est ce qu'on appelle le contexte. Contexte, c'est-à-dire qu'en fait, on va commencer à écrire, par exemple, un prompt. En fonction de ça, on va cliquer sur Enter, et là, il va commencer à soit build, soit refactorer, etc. Ça dépend forcément du use case. Une des choses que nous, on a commencé à faire, alors, c'est pas un pitch sur ma boîte, mais moi, comme je l'ai dit, je suis cloud architect, je suis cloud practitioner. Généralement, je fais mes talks en anglais. Donc, désolé si je fais du franglais, on va dire, comme chez nous. Mais un des gros challenges qu'on a eu, et pourquoi on a créé InfraCodeBase aujourd'hui, c'est vraiment le but, c'était vraiment, avant même de penser à écrire du code ou faire un design, ou commencer à travailler sur du greenfield ou du brownfield en termes de cloud, d'infrastructure cloud, c'est vraiment comment on peut utiliser l'AI, fournir à l'AI toute la partie data, toute la partie données, toute la partie contexte de l'entreprise. Alors, quand j'appelle contexte, par exemple, pour les gens qui sont DevSecOps aussi, c'est par exemple comment tu vas t'assurer que toutes les pratiques de sécurité, les pratiques de coût, les pratiques
par exemple, des best practices de AWS et d'Azure, ben, comment tu vas les donner à l'AI pour que ben, l'AI puisse pouvoir les consommer et vraiment agir tel que toi, tu l'as choisi. Donc, c'est ce qu'on appelle un petit peu en AI toute la partie déterministique AI. C'est-à-dire, en fait, je pense que vous l'avez déjà testé, si je donne 3 inputs à 3 AI différentes, il va me donner 3 façons de fonctionner différentes qui ne correspondent pas à mon contexte, à mes données. Donc là-dessus, bah, c'est un use case qu'on va bâtir ensemble. Je vais partir. Je ne sais pas si je peux partager. Ah ouais, je peux partager mon écran, donc ça serait vraiment cool. Euh, donc par exemple ici, on va prendre bah, Azure API Management. Donc je suis désolé pour les gens qui sont devs, je vais vraiment essayer de m'appliquer, mais c'est vraiment quelque chose plus pour les clouds, pour les DevOps, pour les DevSecOps. Donc là, moi, la première chose que je vais faire, c'est que je vais sauvegarder l'image. API Management, je vais la prendre sur le desktop. Super. Ensuite, la deuxième chose que je vais faire, je vais aller voir, par exemple, toute la partie Pillars of the Framework. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous êtes habitué à tout ce qui est Well Architecture Framework. Donc, on l'a sur AWS, mais on l'a également sur toute la partie Azure. Et après, moi, je vais aller dans Infra Code Base. Alors, comme je le disais au début, le but, c'est pas de pitcher le produit, mais je suis un tech, donc le but, c'est aussi de montrer des best practices de comment nous, on fait quand on travaille avec des grandes entreprises, aussi bien aux US, en Europe ou dans le monde. Donc, par exemple, ici, première chose que je vais faire, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que je vais m'assurer que tout mon contexte est présent avant même que je me mette à construire mon architecture, mon infrastructure cloud. Comme le dit Kojo, n'hésitez pas à poser des questions. Pour moi, c'est vraiment interactif. Donc là, la première chose que je vais faire, c'est que je vais regarder toute la partie rule set. Alors, quand on appelle rule set, c'est ce que je disais, c'est toute la partie contexte, aussi bien rule set, c'est-à-dire toute la partie règles au niveau FinOps, au niveau sécurité, les règles de mon entreprise. Comment je vais m'assurer que quand je vais bâtir un AI, quand je vais utiliser l'AI pour travailler sur du cloud infrastructure et pour manager mes cloud infra, mais comment l'AI va pouvoir respecter tout mon contexte. Donc là, on peut le voir, j'ai pas mal de use cases que j'ai mis. Je regarde par exemple AWS Well Architecture Framework. Et là, vous pouvez voir, voilà, toutes les règles que j'ai pu appliquer directement ici, que j'ai downloadé, que j'ai téléchargé directement et que j'ai mis dans le produit pour que l'AI puisse respecter tout l'ensemble de mon contexte. Même chose, c'est pour ça que je posais la question en termes de AI, utilise l'AI. Je ne parle pas de ChatGPT, hein. Je parle d'utiliser l'AI pour coder aussi bien Cursor, Cloud Code ou d'autres produits comme ça. On a toute la partie tools. Alors, tools, c'est ce qu'on appelle les MCP. Les MCP, c'est ce qu'on avait un peu comme avant les intégrations. Et là, en fait, c'est des intégrations directement que je vais pouvoir utiliser. Donc là, vous pouvez le voir, on a les guide providers, donc à GitHub, ADO, on peut avoir Bitbucket, etc. On a GitLab aussi. On a les cloud providers qui sont AWS, Azure, GCP, etc. N'hésitez pas si vous avez la moindre question, sinon je continue. Donc là, moi, la première chose que je vais faire, c'est que je vais construire mon workspace. Donc là, maintenant, je vais m'assurer que je vais commencer à bâtir. Donc là, ce que j'ai dit tout à l'heure, le use case, c'est par exemple Azure API Management Landing Zone Accelerator. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le workspace name. Voilà, c'est ça. Et après, je vais créer le workspace. Première chose à faire, c'est que je vais consommer directement Terraform. Mais la deuxième chose, c'est m'assurer que je vais bien consommer toutes mes rules. Donc là, je vais faire AWS, puisqu'on va le traduire aussi en AWS. Et là, par exemple, si je m'aperçois, on a Azure aussi, hop, je peux aussi utiliser Azure. Donc là, je retourne dans mon workspace, je vais dans mon éditeur, j'utilise par exemple ici Terraform dans mon MCP, et là, je vais ajouter l'image. Et la deuxième chose que je vais faire, c'est maintenant écrire. Donc, je souhaite construire
cette Azure Infra, aussi bien sur Bicep que sur Terraform. Et pour Terraform, utilise le Terraform MCP pour les best practices. Et donc là aussi, forcément, donc là, je vais faire mon prompt aussi. Et là, ce que je vais faire, c'est aussi faire en sorte de respecter Azure WAF et créer le design. Voilà. Donc là, la première chose, c'est pour ça que j'ai dit gouverner. On appelle gouverner. Pourquoi? Parce qu'on veut s'assurer en fait que quand j'utilise l'AI aussi bien pour la prod ou at scale, donc à l'échelle en français, le but c'est vraiment, la première chose à faire, c'est de s'assurer que j'ai bien tout le contexte que je veux utiliser, que je veux que mon AI puisse consommer. Donc là, moi, j'ai fait mon prompt. Donc tout est en français, ça c'est super. Je vais créer cette infra Azure API Management, donc il a bien compris en fonction de mon image, voilà ce que je veux créer, avec à la fois Terraform et Bicep. Et donc je vais commencer par analyser l'architecture et créer les fichiers. Et donc là, on peut voir directement qu'il est en train d'écrire tous les fichiers possibles. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que je suis sûr que c'est la première fois que vous voyez comment on fonctionne avec vraiment un produit spécifique à la gestion de l'infra. Et si on n'a pas, on continue. En gros, le contexte, c'est de décrire les exigences de l'entreprise et le fournir à l'IA avant exactement. En fait, la chose, vraiment, c'est tu as tout compris pour moi. Le premier step, c'est avant même de commencer à réfléchir sur du greenfield, du brownfield ou sur ce que je dois bâtir ou manager en termes de cloud, c'est quand je vais utiliser l'AI, c'est je vais pouvoir amener tout mon contexte dans mon entreprise. Par exemple, là, je veux vraiment que l'AI puisse utiliser toute la partie Well Architecture Framework, aussi bien de Azure et de AWS, puisqu'on va travailler aussi sur la conversion de cette infra en AWS en deuxième point. Donc, c'est vraiment, avant de penser directement à bâtir vite, écrire mon code, etc., c'est déjà mettre en place les fondamentaux, les fondations, pour ensuite, comme on l'a dit, gouverner l'AI. J'aime pas le mot autonomie, puisque je pense qu'on n'en est pas encore là. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment du travail entre l'AI et l'humain. D'ailleurs, je pense que vous l'avez entendu aussi, il y a beaucoup de gens qui disent l'AI va remplacer l'humain. En travaillant sur l'AI au quotidien, je m'aperçois que non, c'est pas le cas. C'est vraiment human in the loop. Le principe, c'est de travailler avec moi, l'humain, qui va venir donner toute la partie data à l'AI et ensuite travailler avec l'AI sur la partie prompt, sur la partie après sécurité, puisque là, je vois qu'il y a des DevSecOps dans la salle. C'est ensuite comment je vais tester mon code. Une fois que mon code est généré, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais le tester? Comment je vais m'assurer que le code qui a été généré par l'AI respecte mes best practices, mes bonnes pratiques, mais aussi comment je vais m'assurer que le code qui a été généré, il est valable, donc il est valide. Donc là, par exemple, on peut penser, en termes de Terraform, on peut penser à Terraform Validate, Terraform Plan après, mais aussi comment je vais m'assurer que, par exemple, la valide, c'est aussi en termes de sécu, mais en termes de qualité du code. Donc là, par exemple, on va faire ensuite tout ce qui est TFSec, Checkov, Terraform Plan, Terraform Validate, etc. J'espère, Kofi, j'ai bien répondu à ta question. Et Tarek, pareil. N'hésite pas à me poser des questions. Bonsoir à toi aussi. Et là, c'est ce qu'on voit, c'est qu'en fait, là, il est en train d'écrire les files. Donc là, il a écrit déjà tout mon code. Par exemple, mon main.tf. Donc là, par exemple, je le regarde. Il a créé tout ça avec mes best practices que j'ai impliquées avant.
il a créé toute la partie, tous ces files-là, toutes mes variables, mes providers. C'est pour ça que je disais au début, qui c'est qui est dans la salle et qui comprend vraiment, par exemple, tout ce qui est Terraform, etc. Puisque, en fait, là, cette masterclass, ce talk, il est vraiment axé sur des cloud architectes, des cloud engineers qui veulent venir et qui veulent utiliser l'AI at scale. Euh, et puis après, donc mes locales, je peux tester, etc. Et là, en fait, ce qu'il va faire, il est en train aussi de faire Terraform Validate, c'est ce que je disais aussi. Il valide la configuration. Et là, et pareil pour Bicep, il a créé tout mon code sur Bicep, aussi bien sur Terraform que sur Bicep. Et en temps normal, on passait, avant même l'AI, on passait vraiment quelques semaines, même si on était très bon, forcément en fonction de son use case, en fonction de la complexité de l'infra, mais on pouvait passer effectivement quelques semaines à juste créer le code. Et encore plus à créer code, documentation, design, etc. Alors que là, on va passer peut-être 45 minutes ensemble, même moins. Et en fonction de ça, on va pouvoir avoir vraiment un travail à la fin qui correspond à ce qu'on veut. Et donc là, par exemple, on a un diagramme qui est déjà bâti. C'est pour ça que je disais Human in the Loop tout à l'heure. C'est qu'il m'a donné une première version. Moi, en tant que cloud architect, la seconde, c'est que je vais pouvoir vraiment venir et je vais pouvoir travailler sur l'amélioration vraiment de mon infra quoi, et de mon design. Donc là, on peut comprendre déjà que voilà, j'ai ma subscription, j'ai mon resource group, on réfléchit en layer. Après, j'ai mon VNet. Dans mon VNet, ensuite, j'ai tout ce qui est App Gateway, Subnet, Application Gateway. Et en fait, on comprend directement toutes les ressources. On peut essayer d'établir un score aussi qui peut me dire, OK, en fonction de ça, je comprends directement le score qui a été donné, je peux le travailler, je peux aussi comprendre tout le data flow entre Application Gateway et API Management. On comprend vraiment toute la... En fait, c'est un design qui est vraiment... qui n'est pas statique, comme on pourrait rencontrer chez Draw.io ou autre chose. Là, c'est vraiment un live, quoi. Et là, après, je peux venir travailler dessus, mais au moins, on comprend en fait toutes les données, on comprend comment il a été bâti, on comprend les différentes ressources. Et puis là, maintenant, il est en train d'améliorer, aussi bien sur la partie Terraform que sur la partie Bicep. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, le Bicep est validé. Donc, on a fait Terraform Validate, on a fait tout ça. Donc là, en fait, on a réduit le temps. Comme je disais, normalement, on passait quelques semaines. Là, on a vraiment réduit le temps à même pas une demi-heure. Et après, ce qu'on peut faire, c'est continuer à travailler dessus en disant, OK, maintenant, ce que je veux faire, c'est d'aller plus loin et de tester mon code, de dire, par exemple, OK, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de dire, je veux travailler, je veux run devsec checkoff sur mon code Terraform et l'équivalent sur Bicep. Je ne sais pas combien de temps on a encore, et après, ce qu'on peut faire, c'est de dire, OK, maintenant, ce que je veux aussi, c'est qu'est-ce que c'est Bicep? Je n'ai pas peut-être suivi. Ouais, tu vois, c'est la question que je disais tout à l'heure. En fait, Bicep, c'est de l'infrastructure as code, c'est comme Terraform. Et en fait, pour Terraform, c'est tous les cloud providers que tu peux utiliser en transversal. Mais par exemple, pour Bicep, c'est Azure. Et pour CloudFormation, c'est AWS. Et après, maintenant, construit l'équivalent de cette infra pour AWS. Et là, on peut voir aussi
toute la documentation dont je parlais tout à l'heure. Et pareil, par exemple, le README, normalement, voilà. Et là, vous avez, voilà, tout ce qui a été fait avec le design, toute la partie, on s'aperçoit effectivement qu'il a bien suivi ce qu'on lui avait demandé, conformité avec ma règle tout à l'heure. Ma règle que je voulais, c'était vraiment toute la partie Well Architecture Framework sur Azure. Donc là, on s'aperçoit qu'en fait, qu'il a bien respecté, qu'il a bien utilisé Terraform en consommant le MCP pour avoir toute la partie naming convention et best practice. Et puis après, là, on run toute la partie sécurité et on continue à travailler dessus. Et après, si on a encore un peu de temps, je ne sais pas combien de temps il nous reste, mais si on a encore un peu de temps, on peut travailler sur AWS. Il s'agit de construire l'infrastructure sur laquelle il déploie une application. Oui, en fait, c'est ça. Toi, en tant que dev, ouais. Le but, c'est vraiment de créer une cloud infra et en fonction de ça, soit la déployer directement, soit ensuite d'utiliser directement, par exemple, GitHub. Tu peux utiliser autre chose. Tu peux utiliser, si tu utilises Azure ADO, donc Azure DevOps, tu peux utiliser GitLab aussi. Et puis après, tu provisionnes l'infrastructure. Donc, tu crées les ressources, en fait. Donc, pour moi, le point le plus important de ce talk-là, c'est vraiment de penser, avant même de penser AI at scale, c'est vraiment comment je vais pouvoir donner toutes les datas à l'AI que je veux pour que l'IA puisse fonctionner de la manière que moi, je décide. Donc, et ensuite, une fois que j'ai ça, je shift left. Ça veut dire que au lieu d'attendre que j'ai provisionné mes ressources pour comprendre, par exemple, le coût, la sécurité, etc., la première chose que je vais faire, c'est qu'une fois que j'ai fait tout mon code, je suis en train de tester, là, par exemple, pour la partie code sécurité, code qualité aussi. Et puis, et donc, une fois que j'ai bien validé tout ça, maintenant, je peux déployer dans mon Azure, Azure là, et puis AWS, peu importe le cloud provider que j'utilise. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou est-ce que là, par rapport à tout ce qu'on est en train de faire, c'est assez clair? Encore une fois, le but, c'était pas de venir pitcher un produit, je n'ai pas besoin de ça. Mais le but, c'était vraiment d'avoir une approche vraiment pragmatique et de venir dire, OK, voilà, nous, comment on fait les choses. Surtout qu'il y a beaucoup plus de gens aujourd'hui dans le monde entier qui parlent d'AI, mais qui ne savent pas forcément l'utiliser à grande échelle, quoi. Et surtout au moment où ça doit toucher la production. J'ai répondu tout à l'heure. Bicep, c'est ce que je t'ai dit, c'est tout ce qui est infrastructure as code. Dans l'infrastructure as code, tu peux avoir Bicep, CloudFormation, Terraform, Pulumi, OpenTofu aussi. Donc, en fait, c'est un ensemble de langages. C'est comme toi en dev, par exemple, si je te disais, tu as Python, tu as Java, tu as SQL ou autre chose. Donc, nous, on a nos propres langages aussi. Exactement. C'est le but aussi de l'infrastructure as code. Oui. Et pourquoi Terraform? Parce que, comme je le disais, c'est qu'aujourd'hui, si on utilise plusieurs cloud providers, comme Azure, AWS, GCP, etc., au lieu d'utiliser, pour chacun des cloud providers, utiliser vraiment un langage spécifique, le but, c'est d'utiliser Terraform que tu peux utiliser pour tous les cloud providers. Et donc, en fait, là, tu vois, on fait la même chose, mais cette fois-ci, on fait la même chose pour AWS. Donc, on crée la structure de dossier, le Terraform, CloudFormation, c'est ce que je disais avec CloudFormation là-dessus. On valide le code et on crée la documentation aussi. Au niveau d'équipe, il y a une méthode pour importer directement les règles automatiquement, par exemple sur un FreeBSD. Alors, c'est une super question. Donc, au niveau de l'équipe, la chose que tu fais, par exemple, c'est que tu vas prendre des rules.
tu peux les importer directement, soit par file, soit par URL. Et après, une fois que tu as fait ça, ben, ça te donne l'ensemble de tes règles-là. Donc, si on va un peu plus loin, c'est ce qu'on appelle en platform engineering toute la partie producer-consumer model. Donc, tu as une équipe qui est vraiment, par exemple, l'équipe sécurité, qui est là pour s'assurer que ben, toutes les règles de sécurité vont être respectées, etc. Et puis, tu as une autre équipe qui s'appelait plutôt les consommateurs, les consumers, qui vont venir consommer, travailler sur les documents, les règles, etc. du premier groupe. Moi, là, dans l'espèce, j'ai joué les deux cas. J'ai joué en même temps le consommateur et le producteur. Le producteur. Mais je ne sais pas si ça se dit producteur dans ce cas-là. Et donc là, voilà, il est en train de créer tout le Terraform avec AWS, etc. En fait, ce qui est assez impressionnant, c'est que bah, déjà pour créer une Azure Landing Zone, bah, on peut passer quelques semaines. Ça devient encore plus complexe quand on doit tout migrer ou on doit build un environnement multi-cloud avec AWS, avec Azure, etc. quoi. Et puis là, c'est ce que je disais aussi, la gouvernance, ça comprend aussi ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire les fondamentaux, les fondations, pardon, mais aussi la partie de Human in the Loop qui est vachement importante, c'est que là, en fait, je comprends directement qu'est-ce que l'AI est en train de faire en termes de travail. Je le vois ici, à l'écran là, Writing File, mais je le vois aussi en termes de les progrès qu'il est en train de... les tâches qu'il est en train de faire. Donc là, il avait 6 tâches, on est à la tâche 3 là. Et là, voilà, il est en train de valider le code Terraform, AWS. Et je ne sais pas s'il il va pas créer le CloudFormation, donc ça parce que je ne l'ai pas demandé. Voilà aussi en termes d'AI, c'est que plus on explicite avec l'AI, mieux c'est. Donc ça permet vraiment de le mettre dans une espèce de box pour qu'il puisse agir de la façon dont on veut. On peut faire de l'on-premise aussi. Là, on est en train de travailler avec des grosses boîtes, surtout aux US, pour cette partie-là. Mais là, en fait, aujourd'hui, moi, je suis beaucoup plus centré sur la partie Cloud Infrastructure Management. Donc là, comme je le disais tout à l'heure, là, le but, il est en train de travailler encore sur le code, mais il est en train de travailler aussi sur le design. Et c'est là où c'est vachement important, c'est human in the loop, c'est-à-dire qu'en fait, là, on voit là où l'humain doit reprendre sa place. Pour moi, il doit moins reprendre sa place sur la partie code, c'est-à-dire écrire le code. Bien sûr, il doit comprendre comment ça fonctionne. Mais là, j'ai écrit des milliers de lignes de code en même pas 30 minutes. Je l'ai testé en termes de sécurité, qualité, etc. Par contre, là où moi, mon gros travail il va être, c'est plutôt sur la partie design. M'assurer en fait que ce soit un design qui correspond vraiment et qui soit clair, quoi. Même si là j'ai un score, je peux continuer à l'améliorer. Et c'est là en fait où l'AI peut rencontrer des limites. Et là, notre valeur pour moi, elle est plus sur la partie visuelle, plus sur la partie design, quoi. Mais au moins, même pour les gens qui utilisent Rodotaille aujourd'hui, je suis sûr qu'il y en a dans la PS, on a compris directement, quoi. Au lieu de faire du drag and drop, etc., et que mon code, et qui est toujours en drift entre mon design et mon code, là, en fait, en ayant sur la même plateforme la partie design, la partie code, et de créer le design en fonction de mon code, il n'y a pas de drift, donc ça me permet vraiment d'avoir une meilleure gouvernance aussi, moi en tant que cloud architecte. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou tout ce qu'on a fait, c'est à peu près clair? Donc là, voilà, on a travaillé sur AWS, on a travaillé sur l'Azure. Forcément, on peut toujours l'améliorer. Et puis là, on a travaillé sur tout ça. CloudFormation, il ne l'a pas fait. On peut le faire aussi.
on a toute la partie doc et on a toute la partie Bicep et Terraform. Donc là, ce qu'on va faire, c'est aussi créer un folder, donc un dossier, on va l'appeler Azure. Et dans cet Azure-là, ben, on va prendre ça, on va le mettre là, on va le mettre ici aussi. L'architecture, ça correspond à l'architecture qui a été faite sur Azure. Deploy ici, donc c'est pareil. Et puis là, voilà, on peut... Donc là, moi, ce qui est important ici, c'est mettre à jour la documentation project summary. Là, on a la partie README, là, on a la partie la scan. Et sa partie scan, ça correspond avec la partie Azure. Donc là, on a AWS. On a rename. AWS Azure. Donc là, il est en train de travailler dessus. Et puis après, CloudFormation, on peut l'enlever. Voilà. Ça, on peut le garder puisque c'est aussi que le code, alors que là, en fait, on voit la distinction entre Bicep et Terraform. Ah, donc là, on n'a pas besoin de faire, puisqu'en fait, il est en train de le créer. Une autre question. Aujourd'hui, sur la partie design, il commence par être très bon parfois. Ce qui fait la différence, c'est la compréhension des enjeux humains. Exactement. Mais ça, en fait, les enjeux humains dont tu parles, qui sont très importants, et tu as totalement raison, c'est les enjeux humains dont on parle en amont. C'est-à-dire, en fait, prendre en considération partie géopolitique, partie politique, partie sécurité, partie FinOps, etc. Mais en amont. En fait, on codifie toute cette partie enjeu dont tu parles. Après, ah oui, je n'avais pas compris sur la partie design, il commence à être parfois très bon. Oui, il y a toujours des améliorations à faire, je pense. Des retours sur l'utilisation de certains clients sur le provisioning d'éléments clés. Alors, vachement important, tu as totalement raison. En fait, ici, pour moi, l'objectif, c'est continuer à utiliser les best practices. Un des best practices, c'est par exemple d'utiliser GitHub en disant, voilà, je vais le mettre dans ta rack. Après, je peux forcément provisionner mon infrastructure directement de là. Après, donc là, c'est Azure, AWS. Là, c'est public, par exemple. Je vais créer mon repo. Et là, en fait, tout ce que je viens de faire, je peux l'avoir directement. Donc là, en fait, ce qu'il faut que je fasse, ici, c'est que je peux directement, en fait, le push dans mon repository. Donc là, je peux utiliser aussi toute la partie GitHub. Maintenant, j'utilise le GitHub MCP pour créer, pour updater, pour mettre à jour le repo. Pardon. Est-ce que le code YAC suit directement les modifications faites sur le design lors de l'amélioration? Si on ajoute... Ouais. Je challengerai le mot directement. Moi, en fait, je fais jamais confiance à 100%. Donc, par exemple, si effectivement, si tu travailles sur le design et que tu rajoutes des ressources, etc., ça n'empêche rien. Ça n'empêche pas que tu puisses faire ton prompt et que tu dises, mets à jour le code par rapport aux avancées du design. Mais à 99%, il n'y a pas de drift entre les deux, quoi. Et donc après, à la question par rapport au cas d'usage de déploiement, là, par exemple, voilà, on n'a pas les tokens GitHub, par exemple, c'est un cas que j'ai fait exprès. Moi, par exemple, je ne peux pas le faire, on va dire, parce que mon manager ne me laisse pas utiliser, par exemple, GitHub. On peut mettre des règles aussi, quoi. Le gouverner l'IA, c'est bien cette approche de l'human et de loop que vous voulez faire sortir. Faut sortir, ok.
En partant de la partie contexte qu'on donne l'IA pour qu'on... Oui, alors on reprend en partie, hein. C'est-à-dire, ce que je disais, c'est que l'humain, on le voit graduellement. C'est-à-dire qu'en fait, l'humain, il doit directement être human in the loop, c'est-à-dire mettre en place tous les fondamentaux, toute la fondation dont je l'ai parlé tout à l'heure, toute la partie MCP, toute la partie rules, les règles. Et une fois que j'ai fait ça, ben, là maintenant je travaille avec l'AI. Il a bâti ben, tout ce que j'ai voulu, AWS, Azure. Il a créé toute la documentation que je veux. Il a créé aussi, donc là, ce qui est important, c'est par exemple, met à jour le project summary. Donc là, je demande aussi à mettre à jour ça. Et en fait, en fonction de ça, ben, ça m'a permis vraiment de travailler en collaboration avec l'AI. Donc, ce n'est pas l'AI qui travaille pour moi, mais qui travaille vraiment comme un copilot, quoi. Qui travaille vraiment avec moi. Là, il faut que je vois. Et là, oui. Donc là, ça veut dire que je n'ai pas les doigts. C'est parfait. C'est bon. Donc là, il est en train de travailler sur toute la partie documentation. Donc, il est en train d'updater soit celui-là, soit il est en train de créer vraiment un autre fichier. Est-ce que c'était clair? Mon objectif, c'était vraiment de montrer ce qui peut exister. Donc là, pour nous, en fait, on est vraiment axé pour travailler avec les grandes entreprises, mais on rend ça aussi accessible. On a une communauté, on a des milliers de personnes qui utilisent aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à me poser la moindre question, hein. Et puis là, de toute façon, on attend. Mais on a déjà fait tout le travail. Est-ce que Kojo, toi, tu as des questions? Ma question, c'était par rapport au on-premise et vous avez répondu que actuellement vous êtes en train de travailler là-dessus avec une data monitor. Oui, oui. Sur la partie on-premise, en fait, on le voit de moins en moins, sincèrement, hein. Il y a même les plus grandes entreprises aujourd'hui qui veulent migrer sur le cloud. Donc, on peut les aider sur la migration, on est en train de travailler sur la migration on-prem to cloud. Mais aujourd'hui, la plupart des entreprises sont quand même pas mal dans le cloud. Et une autre question, à part Mhm. les deux cloud providers AWS et Azure, est-ce qu'il y a un autre cloud provider compatible, par exemple, On les je supporte dis tous. n'importe Oui. quoi, GCP? tous, même Digital Ocean, Oui. Oui. ok. En fait, pourquoi on travaille beaucoup sur AWS et Azure? Parce que c'est les deux plus grands qui en termes de part de marché, etc. Mais si je voulais, je pourrais le faire directement sur DigitalOcean. On le voit moins, hein, très sincèrement, on le voit moins. On voit beaucoup en fonction des pays. On voit beaucoup AWS, Azure forcément. Après, on voit GCP, donc Google. Et après, on voit Huawei, surtout dans les pays UAI, donc Dubaï, Qatar et tout. Euh, mais après, ouais, avec les AI, les AI, c'est plus un fonctionnement, quoi. On peut utiliser n'importe quel cloud provider aujourd'hui. Et donc là, par exemple, voilà, on a déjà la documentation qui a été rédigée pour nous. Donc ça, c'est vraiment un vrai gain de temps et résumé du projet. Et là, je suis en train de voir.
Ah, ça c'est super. Donc là, voilà, ça je peux le disconnecter. Je vais le disconnecter. Là, je ne l'ai pas mis. Donc là, ce que je peux faire, c'est essayer de faire ça. Et là, en fait, voilà, ça aussi dépend beaucoup des règles. Parce que si par exemple mon manager, on va dire, j'ai un manager qui me laisse pas faire un GitHub repository, quoi que je fasse ici, j'ai un cas d'usage là, c'est que peu importe ce que je fais, n'a pas les permissions. Donc ça, c'est très intéressant aussi sur la notion de airbag. Ouais. Donc là, il me dit voilà, je peux pas, et en fonction de ça, voilà ce que moi je dois faire, etc. Et voilà. Mais nous, voilà ce qu'on a créé aujourd'hui. euh, sur cette partie-là. On a créé toute la partie AWS Terraform. Donc là, par exemple, on prend le provider, on prend le network, etc. On a le README aussi. On a toute la partie Azure avec la partie Bicep Terraform et la partie documentation. On a le partie Azure donc, et AWS. Et aussi, important aussi, on a toute la partie design et on a toute la partie design AWS et Azure qu'on peut faire. Voilà, high level, ce que je voulais montrer aujourd'hui. Si vous avez la moindre question, on peut travailler ensemble. On peut travailler ensemble ici. Est-ce que pour toi, Kojo, Ok, merci. tu penses que ça a été utile aussi pour l'Assemblée? Oui, oui, ça a été utile, merci beaucoup. Une autre question, qu'en est-il du TF State? C'est-à-dire si on est en train de collaborer en équipe, où est-ce que le fichier TF State est sauvegardé, étant donné qu'on est en train d'utiliser l'outil InfraCodebase? Alors, c'est pas en collaboration, hein. Ça veut dire que là, on a vraiment des mesures de sécurité aujourd'hui où le TF State, on peut lui demander où est le TF State. Je repartage l'écran. Là, en fait, il suffit de le demander. Donc là, il est en train de lire les fichiers pour tout voir. Il est en train de réfléchir. Et après, il n'a pas de fichier TF State. Voilà. Et il te donne aussi toute la visibilité, c'est-à-dire par défaut, le state sera créé localement dans le répertoire du projet. Les fichiers test state seront automatiquement ignorés par Git pour la prod et c'est prêt pour page GitHub. Et puis après, ici, tu as tous les commits. Donc, si tu veux revert, par exemple, et on te demande sur quoi tu revertes, donc là, c'est bon aussi. J'ai répondu. Oui, vous avez répondu, merci. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. S'il n'y en a pas d'autres, moi, j'ai passé un bon moment avec vous. Donc, n'hésitez pas. Peut-être une question. Est-ce que si une entreprise veut utiliser l'outil pour soi, est-ce que c'est possible de déployer une version pour l'entreprise pour des états par rapport à la question de données qu'ils ne veulent pas forcément laisser dans la main d'une tierce? Alors, on travaille avec les plus grosses banques aujourd'hui du monde. C'est pas un- c'est- on n'a pas accès aux données. Après, forcément, on peut réfléchir à toute la partie self-hosting, etc. Mais ça, pour moi, c'est pas le sujet du talk d'aujourd'hui, mais on peut réfléchir ensemble. Moi, c'est ce que j'avais dit à Kojo, c'était, je voulais pas forcément faire de slides, je voulais avoir une vision pragmatique de la chose, mais je suis pas venu en vendeur, hein. Je suis vraiment venu en quelqu'un qui vient partager comment moi, au quotidien, j'utilise ce qu'on a créé pour nous déjà, puisque moi, je suis un cloud engineer, donc pour nous, et partager au reste du monde des choses. Donc, ça, c'est plutôt une question commerciale pour moi et je ne suis pas venu pour être commercial. Mais c'est possible. Oui, justement.
Si vous avez des questions en ce Oui, sens, n'hésitez pas à le contacter. Et oui, oui. à part Parce que ça, je si suis vous avez venu toujours plus des partager, questions, en fait, c'est n'hésitez ce que pas. j'avais dit. Ouais, je suis venu plus partager comment nous on fait les choses, comment on peut apprendre, etc. Partager, en plus de communauté. Mais je suis absolument pas venu en tant que vendeur. Mais il y a, on peut en discuter. Je reste dispo pour tout le monde aussi. Mon LinkedIn, si tu permets, je peux le partager en tant que communauté dessus. Euh, je le partage dans le chat. Si vous en avez besoin, vous pouvez m'envoyer un message. Je fais beaucoup de sessions. J'ai créé une communauté aussi qui s'appelle She Builds Tech. Donc, c'est une communauté pour aider les femmes dans le monde entier, soit qui veulent faire une transition de X à la partie devenir cloud engineer, soit vraiment qui veulent passer de j'ai un niveau débutant et je veux travailler avec la communauté pour améliorer. Donc, je suis quelqu'un vraiment axé communauté en premier et c'est comme ça qu'on a réussi aujourd'hui. Pour moi, c'est clair. Kojo, si tu as le même challenge ou autre, n'hésite pas à me dire. D'accord. Pour les questions. On est bon alors, je pense. On a créé toute une infra en moins de 45 minutes. Deux infras, AWS et Azure en moins de 45 minutes. Chose qui est assez exceptionnelle, je trouve. Euh, voilà. Il y a d'autres questions à ton avis, Kojo, ou pas? À mon avis, je ne pense pas, puisque Ok. ça fait un petit moment. Je ne pense pas. Ok. Ben, j'espère que ça a vachement été utile, qu'on a respecté la consigne que tu m'avais donnée, et d'ailleurs que je voulais aussi appliquer. Donc, si vous avez la moindre question, vous avez mon profil LinkedIn dans le chat. Je fais beaucoup de sessions avec des gens du monde entier. Donc, vous voulez faire une session avec moi, avec grand plaisir. La communauté, pour moi, n'est pas là pour acheter le produit. Il est là pour partager le produit, tester, etc. Donc, voilà. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas. On est bon? Oui, on est bon, monsieur Tarak. Merci beaucoup. Et pour tout le monde qui m'a Merci. vous voyez, tutoyez-moi. J'ai pas l'habitude qu'on me vous voit. Pareil pour toi, Kojo. Moi, je vous tutoie tous. Tutoyez-moi. C'est comme ça aussi qu'on peut devenir proche. Donc, surtout pas de vouvoiement avec moi, ni monsieur, ni rien. Je m'appelle Tarak. Vous avez besoin de quoi que ce soit, vous avez mon LinkedIn profile. Pingez-moi comme vous voulez. Merci beaucoup pour aujourd'hui, c'était top. D'accord. Merci, Tarak. Merci. Merci pour la Merci. présentation. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. S'il vous plaît, vous allez recevoir aussi un email pour un retour feedback. Donc, n'hésitez pas à remplir, s'il vous plaît. Donc, dans quelques minutes, vous allez recevoir dans votre boîte mail un email pour donner vos retours concernant le talk. Ça nous aidera vraiment à mieux préparer les prochaines sessions. Merci.